qui sont encore là. Et ça, c'est la partie intéressante de mon live. Je vous ai parlé dans un de mes lives de comment les choses se sont passées dans les années 66, jusqu'à l'arrivée du pouvoir des Yadema. Je vous ai dit des choses. Et il y a beaucoup de choses que nous devons partager avec la génération suivante. Et il y a ce livre-là, comme je le dis, très intéressant, qui sont les mémoires de Dinkodio. Il y a une mise à jour qui va se faire. C'est la première version, la première édition. Il y a quelques incorrections que la famille va revoir parce qu'il y a des documents qui sont totalement bruts, hein, qui n'ont pas fait l'objet de choses qui ont été publiées. Et ce livre, depuis que j'ai commencé par le lire, j'avais mes propres appréhensions, mais je comprends beaucoup de choses. Et il y a des choses que moi, quand j'étais militant, j'ai vécu. Personnellement, je les retrouve dans ce livre. Je les retrouve dans ce livre. Il y a des témoignages que je retrouve dans ce livre. Et c'est ça qui est intéressant sur ce qui se passe au Togo, sur ce qui s'est passé au Togo. Et donc, je voudrais le recommander à ceux qui peuvent encore le lire. Mais je vais vous lire quelques bonnes feuilles le plus rapidement possible. Je voulais vous lire rapidement quelques bonnes feuilles le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et alors, on va le partager ensemble rapidement. Edem Kojo parle de l'histoire de sa famille. Maintenant, il parle de ses racines politiques. Écoutez très bien. Dans les années 1950 jusqu'à 1957, y compris le contexte politique était agité. J'ai suivi les événements qui ont accompagné l'histoire du pays jusqu'à son indépendance. Je suis parti en novembre 1957 pour aller en France. Et moins de 6 mois plus tard, en avril 1958, nous étions pratiquement indépendants. Donc, je dis souvent que j'ai vécu tous ces événements. J'ai vécu tous ces événements. Mes camarades m'appelaient à l'époque à Bloréville. Parce que c'est dans ma maison que se passait tout ce qui existe de plus investi et authentique, et authentiquement tourné vers l'indépendance de notre pays, le Togo. Dans 2 autres maisons, à Palo Pégamé, à quelques 500 mètres de la mienne, se tenaient les meetings, les grands meetings. Des gens convergeaient de partout à Palo, à Pégamé, où se retrouvait une seule foule. C'est une propriété des Anglois qui sont en quelque sorte les premiers occupants de la ville de Lomé. Les Bais étant les possesseurs de Lomé, mais les Anglois venus d'Aplaou, Denou, Keta, Dafianou, Anglagan, Agnako ont convergé vers Lomé. Une bonne partie de la ville de Lomé, le vieux Lomé, c'était un espace totalement anglois. On parle des familles comme les Tamekleux, les Apalo, les Forson, les Amédjé. Il y a aussi les métis, dont certains parents viennent d'ailleurs que la Gold Coast, les Amorins, les Amerdines, les De Souza, les descendants des Brésiliens, etc. Tout ça, là, avait récupéré une bonne partie de ce qu'est la ville de Lomé aujourd'hui. Le mouvement indépendantiste avait donc commencé quelques années plus tôt, dès la fin de la guerre, par le premier vote pour la députation de l'Assemblée territoriale. Je m'en souviens bien. Une campagne de fer relayée par nous autres gamins, charbon de bois ou à la craie, blanc vif. Nous écrivions sur les murs des quartiers Lomé « Akou, vive Akou ». C'était devenu un vrai slogan. Akou l'avait emporté. L'ambiance était déjà lancée et tout ce que j'observais souvent comme les dérives de la politique togolaise était déjà contenu en herbe. Radicalisme, intolérance parfois. C'est peut-être trop négatif. Disons le peu de tolérance, le nationalisme outrancier. Tout cela était déjà en gestation. Le Togo, tout était déjà en herbe. Le caractère du Togolais n'a pas beaucoup changé en ces dernières années. Le Togolais est demeuré fondamentalement le même dans sa perception des hommes politiques et des situations. Le Togolais est demeuré entier, c'est-à-dire ça c'est bon, on va avec, ça ce n'est pas bon, on ne doit pas aller avec. Souvent, il n'y a pas de juste milieu.
Pas de compromis possible. Ce n'était pas déjà dans la nature du Togolais. Il nous faut travailler le compromis au Togo. C'est intéressant de remarquer cela. On devrait pouvoir un jour creuser cette posture sur le plan psychologique, cette attitude des Togolais. Je vous lis quelques bonnes feuilles. Les partis qui s'affirmaient à l'époque étaient le comité, le CUT, qui d'ailleurs était une création indirecte française. D'une certaine manière, la création en 1936 par le gouverneur Lucien Montagnier du groupe Amitié Française, une association réunissant les notables togolais, fidèles et amis de la France, a conduit progressivement à bâtir et à consolider l'élite togolaise elle-même. Sylvanus Olympio a créé le CUT qui recouvrait deux réalités unitaires. Dans l'esprit du gouverneur Luc Montagnier, l'unité togolaise, c'est l'unité du pays qu'il avait trouvé un ralliement local de la STN, la Société des Nations, et du statut de la tutelle dévolue au Togo. Pour nous nationalistes, et pour les nationalistes eux-mêmes, unité, c'était toute unité des peuples du Togo, britannique, tout le long, du sud jusqu'au nord. Mais tout cela a évolué avec le temps, puisque les gens qui ont mené la lutte ont fini rapidement par entrer en clash avec Kwame Nkrumah. Je vous ai dit que Kwame Nkrumah et Sylvanus Olympio ne s'entendaient pas. Les gens m'ont insulté pour ça. Mais tout cela a évolué. Et ils se sont retrouvés plutôt du côté du Togo sous l'administration française. Sylvanus Olympio était aussi en total clash avec Nkrumah, qu'il n'appréciait pas l'idée d'un Togo uni qui se fédérait avec le Ghana. La cause, Nkrumah ne voulait pas entendre parler de fédération. Cela faisait le jeu des Ashanti, le jeu du royaume Ashanti qui voulait pas d'une Gold Coast qui soit un État fort et unitaire. Kwame Nkrumah ne voulait pas d'une Gold Coast qui soit la fédération de différents clans et tribus. Il ne voulait vraiment pas d'une fédération qui garantissait le rôle des chefs traditionnels. Le pouvoir Ashanti a toujours été un pouvoir tourné autour de ses traditions et de ses chefferies, ce dont Nkrumah ne voulait pas du tout entendre parler. Nkrumah voulait un État unique, solide et centralisé. Il y a donc CUT et sa branche Juvanto qui va être créée au début des années 50, qui était conçue au départ comme une aile marchande et opérationnelle du CUT. La Juvanto est devenue un parti politique par la suite. Ce parti sera persécuté par le même CUT parce que le CUT est devenu aussi le parti porteur de l'unité togolaise. La force de la Juvanto, c'était la jeunesse. Les cadres togolais qui revenaient de France étaient favorables pour la plupart à la Juvanto. Il devait y avoir une vingtaine et quinzaine d'entre eux qui vont rallier le CUT pour renforcer le CUT. Beaucoup se disaient à l'époque que si on laisse les vieux là-bas, ils prendront des décisions et ils vont faire des choses qui ne seront pas agréables et nous ne pourrons rien pour les contrer. Il vaut mieux qu'on soit dedans pour les orienter un peu. Entre-temps, entre les deux partis, le CUT et la Juvanto, il y avait une forte osmose jusqu'à ce que les choses aient commencé à aller très mal. J'espère que vous suivez. J'espère que vous suivez. Je vous donne les bonnes feuilles. Notre quartier, voilà, une chose à mentionner, les forces de l'ordre avec les Blancs étaient rares. Les forces de l'ordre, c'était des Togolais, dont un fameux Abdou. Je n'oublie jamais son nom. Le jour où il a fait un accident, j'avoue qu'on était content. J'étais avec Ben Apalo, Papa Vie, devant notre portail. Abdou apparaissait sur sa grosse moto. Il terrorisait tout le monde. Il allait dans une rue, il revenait dans une autre. La moto des forces de sécurité était une grosse machine. Celle d'Abdou faisait un boucan de tonnerre. Et Ben Apalo me disait en effet, mon fils, tout ce qu'il a fait là, il va tomber un jour. On dirait qu'il lui a envoyé un mauvais sort. Abdou s'est retrouvé un jour au sol. Notre quartier était constamment bouclé. Dès qu'il y a une réunion à Abloré-Pégamé, le quartier était bouclé et notre maison était particulièrement visée. Les gens essayaient de faire de l'intimidation jusqu'à nos portes. C'est vrai que le commissaire de police, le patron de la police, était un Français, mais je ne l'ai jamais vu dehors, sur le théâtre des opérations de menaces et d'intimidation. Ce sont nos compatriotes togolais qui étaient manipulés, qui effectuaient le travail dégueulasse, qui terrorisaient leurs concitoyens. Ils avaient parfois des rixes, alors ils emportaient les gens pour aller les enfermer. Les jeunes des partis
pas nous les petits gamins, étaient des gens décidés et intransigeants. Les jeunes n'a pas beaucoup changé, la jeunesse n'a pas beaucoup changé. Ils ne voulaient rien comprendre, ils étaient prêts à donner leur vie. Les gens se trompent parfois sur les Togolais. Les Togolais sont des gens qui ont fait preuve d'un courage incroyable et du sens de l'organisation souvent. Les nationalistes togolais étaient toujours au courant de tout ce que le colon voulait faire. On se demandait comment les informations filtraient pour arriver aux leaders. Ils étaient au courant de tout. En effet, les nationalistes togolais faisaient tout pour ne pas exposer la population. Mais souvent, ça ne se terminait pas bien. Des conflits à l'intérieur, des événements, des tueries, comme des tueries de Vaughan, de Piaro, sont arrivés au fur et à mesure. Les informations arrivaient dans la maison et nous commentions. Toujours dans notre rôle de soutien, des lettres qui étaient destinées à l'extérieur nous étaient confiées pour poster de l'autre côté à la frontière du Ghana. Nous, on ne se souciait pas trop de ce qu'une lettre contenait. C'était une mission et on allait en sorte, on sort la lettre du guidon. Donc les vieux leur donnaient des lettres, ils mettaient dans les guidons des vélos, ils traversaient la frontière, ils allaient au Ghana et ils envoyaient la lettre. La lettre n'était pas toujours timbré, alors qu'on mettait un timbre dessus et la lettre suivait son cours. Le guidon du vélo est facile à démonter et on passait la frontière du Ghana voisin très aisément avec le vélo. Personne ne contrôlait un bambin de 12 ans ou 14 ans qui passait la frontière, particulièrement Togo-Ghana à vélo. On se disait rien, on n'était pas suspect. Je crois qu'en cette période-là, le contrôle était plus large qu'aujourd'hui. Personne ne te disait rien, puis parfois, personne ne t'oblige à passer devant les douaniers ou les agents de police des frontières. Tu rentres pas quand tu viens Copé, quartier voisin de la frontière du Ghana. À l'époque, tu rentres dans les filao d'autres arbres, tu traverses la frontière. Tenez, des années plus tard, bon, je laisse tomber tout ça. Je laisse tomber tout ça. Il y a des parties de bonnes feuilles que je vais vous lire. Je vais vous lire des parties assez intéressantes. Vous allez comprendre ce qui se passe. Notre indépendance le 27 avril 1960, c'était une pure formalité. Nous avions déjà gagné le 27 avril 1958 et j'ajoute toujours avant l'arrivée du pouvoir du général de Gaulle, puisque de Gaulle n'est arrivé au pouvoir qu'après la crise du 13 mai 1958 et les 13 complots du 13 mai. C'est important de le souligner. L'engagement politique en France. Edem Kodio explique des choses que vous allez comprendre. Voilà. La création du parti unique. Voilà. Dès que je suis rentré de l'Europe, j'avais été présenté au chef de l'État. J'avais été sollicité par les camarades qui étaient sur le terrain à Lomé, particulièrement le groupe des intellectuels nationalistes qui ont milité à Jeune Togo ou à la FEA en France et qui ont déjà pour la plupart milité dans les partis nationalistes comme la Juventus le CUT. À l'époque, il était presque rarissime de trouver des gens qui soient dans d'autres formations, dans d'autres orientations que celles des nationalistes. Ces camarades avaient formé en quelque sorte un groupe informel. Ceux qui étaient en France comme moi, ceux qui étaient ici à Lomé comme les Bivedor Alex, les Djobo Boukari, les Ekou Paulin, les Noé Koutoukli, les Guy Kwasigan et étaient déjà les ténors. À tout cela, il fallait ajouter les gens comme Pierre Adosama. On vivait en bonne entente et on espérait continuer d'une manière ou d'une autre le combat pour la construction du Togo, fort, même si Sylvanus Olympio avait été assassiné entre-temps. Et donc, ce groupe avait établi des liens, écoutez-moi très bien, et donc, ce groupe avait établi des liens avec les militaires, notamment avec le lieutenant-colonel Étienne Gnassingbé et Adema, qui apparaissait au camp comme le véritable homme fort de l'armée, qui lui aussi était ouvert envers ces gens-là. Ce n'était pas une attitude feinte, c'était une attitude qui était au départ tout à fait réelle. On vivait en bonne intelligence. C'était Guy Kwasigan qui était le grand maître des relations, qui était l'interface entre Eyadema Okan et le groupe des Mivedor, des Bob Akitani et des Djobo Boukari et des Ekou Paulin. Ce groupe m'avait fait appel et je suis revenu d'ailleurs avec une constitution que j'avais rédigée à Paris lorsque les camarades m'avaient fait comprendre qu'il y aurait probablement une étape où on se retrouverait un comité constitutionnel pour écrire ou doter le pays d'une nouvelle constitution. Je me suis dit pourquoi pas. Comme
je suis loin et que je ne fais rien de spécial pour le Togo, à l'époque, d'ailleurs, j'enseignais le droit, entre autres le droit constitutionnel. J'ai pris sur moi d'écrire cette constitution et dire que c'est Gilles-Christ Olympio, écoutez, c'est Gilles-Christ Olympio qui se trouvait également à l'époque entre Londres et Paris, surtout à Londres qu'à Paris, qui avait été intéressé par cette idée d'écrire une nouvelle constitution et avait demandé à son beau-frère Éric Amerdine d'aller de temps en temps me voir pour savoir comment j'avançais dans mes études et dans la rédaction de la constitution. Effectivement, j'habitais à l'époque à Thiers, dans la grande banlieue parisienne. Et Éric Amerdine venait une fois par mois ici pour lire ce que j'avais écrit. Et il faisait des observations. Il les faisait. Si je jugeais bon d'en tenir compte, on en tenait compte. En tout cas, notoirement, j'effectuais un travail d'intérêt national, autant pour les gens de l'extérieur que pour les Mivédor et les gens qui étaient au Togo. Parmi eux, il y avait également Noé Koutouklu. Je suis rentré tout de suite. J'ai été pris en charge par ce groupe-là, donc le groupe qu'il a cité plus haut. J'ai fait le tour de tous les camarades. J'ai été même jusqu'à Accra pour voir Maître Noé Koutouklu qui, à l'époque, lui commençait à avoir déjà des attitudes hostiles envers les militaires. Les militaires avaient aussi une certaine hostilité à l'égard de Noé Koutouklu qui ne se sentait plus en sécurité au Togo, donc il est parti rester à Accra. Dans ce groupe qui m'avait pris en charge, mais en même temps, Eyadema savait que j'existais. Je rappelle qu'il m'avait même reçu lors d'un passage éclair que j'avais fait une première fois et qui n'avait pas eu d'issue parce que les camarades m'avaient dit « Non, Edouard, ce n'est pas le moment de rentrer. Vaut mieux que tu rentres, vaut mieux que tu ne rentres pas pour le moment parce que Gruniski était encore au pouvoir. » Sa lutte avec Antoine Méati continuait de très belle. Il parle de Gruniski. Méati souhaitait que je devienne son conseiller personnel et particulier à la vice-présidente. Gruniski voulait que je devienne ministre. J'ai attendu en France à l'ORTF où heureusement j'ai trouvé du travail sans l'avoir jamais demandé. Je suis rentré après avoir vu Noé Koutouklu et Eyadema, mais aussi je suis rentré après avoir vu Noé Koutouklu et Eyadema, mais aussi m'avait à l'œil. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, les services, lui, avaient signalé depuis l'Europe que ce jeune était plein de talent et de compétences. Quand je suis venu une première fois, avant que les grands frères me demandaient de ne pas rentrer encore, ils m'avaient déjà reçu. J'avais été amené chez Eyadema, chez lui par Merlo Lawson, qui courtisait ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme. Donc, il se considérait un peu comme beau-frère. C'est Merlo Lawson qui m'a amené chez lui, mais dès que Assila m'a vu, la situation s'est retournée tout de suite parce que Assila tenait à avoir le monopole. Vous savez, Assila, c'est un Assila, on ne discute pas avec lui. Ce sont des choses dont il veut avoir le monopole. Donc, Eyadema m'avait déjà vu et on avait déjà parlé ensemble. Il m'avait jaugé et moi aussi à ma manière. Et puis, j'étais reparti. Cette fois-ci, Eyadema m'a reçu et les choses ont commencé, les rapports ont commencé par suivre, mais malheureusement, je suis arrivé au moment où il y avait une brouille entre Guy Kwasigan et lui. Je ne savais pas ce qui fait l'objet de cette brouille. Et Eyadema m'a raconté que Guy Kwasigan ne voulait plus le fréquenter. Kwasigan prenait ses distances. Les deux étaient très liés. Et Eyadema ne comprenait pas ce qui se passait. La femme de Guy Kwasigan, inspectrice de trésor à la direction du trésor, devait être mise à la porte pour je ne sais quel ennui. Est-ce qu'on veut la licencier? Je n'en savais rien. Kwasigan est parti voir Eyadema qui, d'un seul coup de poing de table, a réglé la question. La dame a repris son travail immédiatement. Eyadema, quand il te fait ces choses-là, il le garde en tête pour te le raconter un jour, et qui t'a fait ci, qui t'a fait ça. Il t'a fait cela avec toutes les précisions possibles. Il ne comprenait pas Eyadema. Il dit, tu comprends, je veux le nommer ministre des Affaires étrangères, il refuse. Tu te rends compte? Ça, il n'aime pas du tout. Ça, moi, je le saurai après. Je vous lis des pages. Je suis rentré 6 mois plus tard. Et 9 mois même, je suis rentré en août 1967.
Les événements décrits se sont passés en novembre 1966. Alors, pour les événements de 1966, je vous raconte rapidement. Ensuite, il dit, mais ce monsieur-là, il refuse et on va chercher un autre avocat pour que je le nomme ministre à sa place. Cet avocat en question, c'était Maître d'Almeida. Le doyen qui aussi n'a pas accepté le portefeuille, c'est parce qu'ils ont refusé que finalement, sous les conseils des Français, il y a des mêmes partis chercher Roulédé, et une fois rentré dans le gouvernement, Roulédé n'en sortira qu'à la retraite. De son côté, Guy Kwasiga et les autres camarades, et d'autres camarades, l'idée commençait par germer. C'est-à-dire qu'il va falloir sans doute dégager le système parce qu'ils ont conçu l'avènement des Yadema que pour qu'on leur permette d'accéder au pouvoir dans les conditions démocratiques. Je vous ai expliqué ça. Ils ne voyaient pas Yadema comme un instrument qu'ils devaient utiliser pour clarifier la situation peu à peu et prendre les rênes du pouvoir pour les nationalistes. Yadema a-t-il été pris au jeu? Et Yadema a-t-il été récupéré très rapidement par d'autres puissances? Toujours est-il que les camarades commençaient à sentir que le type-là n'est pas aussi maniable que ça. Et n'était pas certainement ce qu'ils pensaient, qu'il pouvait leur permettre de prendre le pouvoir et de prendre la succession véritable de Sylvanus Olympio. Ce qui va mettre le feu aux poudres. Ça a été le 21 novembre 1966. À l'époque, j'étais encore à l'ORTF, dans la maison de l'information. Je n'étais pas au département de l'information, j'étais aux finances. Et pour y aller de mon bureau au service, on traitait les informations. Il y a un couloir qu'il faut prendre. Alors, pour que vous compreniez ce qui se passe. Les événements décrits se sont passés en 1966. C'est pour expliquer le commencement des difficultés entre Yadema, chef d'état-major, considéré longtemps par nos grands frères comme un bon officier nationaliste. Donc, vous voyez, le reliquat des nationalistes qui étaient du culte, qui ont fait le deal avec Yadema, qui sont allés le chercher pour prendre le pouvoir, ils le considéraient comme un nationaliste. Au-delà du fait que Yadema était trempé dans l'assassinat de Sylvanus Olympio. Je vous avais expliqué ça. Et donc, quand ils ont confié, ils ont dealé avec Yadema, au fil du temps, ils se sont rendus que Yadema n'était pas aussi maniable que ça et que ce monsieur ne va pas le laisser le pouvoir. Donc, c'est ce qu'il explique ici. Pour tout expliquer le commencement des difficultés entre Yadema, chef d'état-major, considéré longtemps par nos grands frères. Donc, quand il parle de ses grands frères, il parle des Guy Kwasiga, des Djobo Boukari, des Eklou, de tout ce que j'ai cité là. Comme un bon officier nationaliste capable d'être le piédestal sur lequel ils peuvent monter pour prendre le pouvoir, et le groupe de ses grands frères dont l'interface était Guy Kwasiga. On comprend parfaitement que Kwasiga a commencé à prendre un peu de recul par rapport à Yadema et tous les autres aussi, puisque d'ailleurs, un peu plus tard, ils voudront démissionner du gouvernement, les trois ministres, Djobo Boukari et Eklou Paulin et le grand frère Alex Mivedor. Dans ce livre, j'ai toujours remarqué que Edem Kodjo a toujours appelé Mivedor le grand frère. Et je comprendrai plus tard pourquoi. Et donc, Yadema les a renvoyés. Je ne vous ai pas nommé ensemble. Le jour où je voulais vous nommer, je ne vous ai pas demandé de venir ensemble. Vous êtes venus un à un. Alors, allez, repartez chez vous. Celui qui veut démissionner n'a qu'à venir me voir. Moi, je suis rentré dans cette période où encore apparemment, Alex Mivedor, les Djobo Boukari, qui était mon patron direct au ministère des Finances et de l'Économie, les Eklou Paulin étaient encore dans le gouvernement. Entre-temps, Yadema était devenu non seulement général, et puis le 14 avril 1967, il est devenu président. Dadjo et son comité de réconciliation n'a duré que 3 mois, de janvier à avril. Le 14 avril, les deux premières proclamations, écoutez très bien, le 14 avril, les deux premières proclamations qui ont servi longtemps d'acte constitutionnel pour le régime de Yadema ont été rédigées par Guy Kwasiga, le manifeste 1 et le manifeste 2. Ces deux proclamations ont duré jusqu'à ce que le Togo ait une constitution, un jour une constitution. Contrairement à ce qui se disait au Togo, à cette époque-là, le président Yadema, qui n'était pas encore président de la République, avait quand même des soutiens de l'intelligentsia togolaise. Je dirais 90% de l'intelligence togolaise. Quand il a formé son gouvernement, m'a-t-il expliqué plus tard, il avait le soutien des gens qui venaient le voir tout le temps et qui du jour au lendemain ne venaient plus le voir. Alors il a compris que c'est parce que qu'il ne les a pas mis dans le gouvernement.
Mais toute la classe politique intellectuelle pensait ainsi à l'époque, dans la mesure où il était l'homme qui détenait la force et que cette force pourrait être utile pour changer le cours de l'histoire du pays. La rupture viendra progressivement avec le temps et cela va nous poser des problèmes parce que à un certain moment, on ne savait plus s'il fallait aller avec les grands frères ou s'il fallait ne plus aller avec eux. Ils sont partis un à un. Il n'y avait que Mivedor qui soit resté. Mivedor est resté et pour nous les jeunes, le vrai chef c'était notre porte-flambeau, plus que les Koutoukli, Noé, plus que les Bob Akitani, plus que les Guy Kwasigan. C'était le grand frère Mivedor qui était l'âme, la conscience absolue des jeunes cadres que nous étions, Et je vous ai raconté l'histoire de Mivedor. Je vous ai dit que Mivedor, qui était nationaliste, qui ont amené beaucoup de projets auprès de Yadema, qui ont soutenu le plus longtemps possible le régime de Gnassingbé. C'est pour ça d'ailleurs que les régimes de Gnassingbé sont restés toujours reconnaissants aux enfants de Mivedor. Et vous savez qu'il y a pratiquement 3 enfants de Mivedor qui sont aux affaires. Il y a celle qui était jusqu'à présent ministre. Il y a son frère qui est le directeur de Togo Invest. Et ils ont, je pense, une soeur ou une cousine qui est aussi dans un projet. Et qui est la femme de Mivedor? Je parle pour que vous ayez des alliances, je pense que Mivedor avait pour femme une certaine Aïva, donc la grande famille royale de Sokoré. Vous voyez les liens? Vous voyez les liens? Donc, on continue. Donc, Mivedor, quand il s'était agi de constituer cette histoire de parti unique, il y avait des comités qui ont été créés. Bon, je lis rapidement certains passages. L'idée de base du parti n'était pas un parti unique parce que moi personnellement je n'étais pas un adepte effréné du parti unique et Adema et moi, à moins qu'il m'ait dupé, étions partisans du multipartisme et Adema me disait nous, Kodjo, nous allons faire notre parti, ceux qui veulent venir avec nous viennent avec nous, ceux qui ne veulent pas venir avec nous constituent leur propre parti et nous allons nous mesurer devant le peuple parce qu'à l'époque Adema était, comme il le disait, était convaincu qu'il était populaire. C'était sur ça que nous travaillons. Et quand on allait là-bas, c'était c'est pour ça qu'on discutait. Ce sont des idées de diversité politique qu'on allait défendre. Des fois, il venait me déposer lui-même à la maison. Il parle de Yadema. Et à cette époque-là, j'habitais à l'entrée de la rue du Stade de Lomé. Vous rappelez là où le président Justin Ahomadegbe a été abrité à un moment donné. Juste en face, il y avait une petite villa mignonne qu'on a cassée maintenant. De l'autre côté, il y avait la villa destinée aux 4 ministères. Les 4 ministères en question avaient leur villa là-bas. Les Malou, les Adossama et autres. J'habitais une petite villa à l'entrée. Le président Yadema venait me prendre et me déposer là-bas. Un beau jour, voilà qu'il m'appelle pour me dire, tu sais Kodjo, c'est nous qui avions raison, mais on ne peut pas faire les choses sans tenir compte des autres. Président, c'est quoi ça? Il dit, tu sais, cette histoire de parti, nous avons raison de dire qu'il faut au moins 2 partis, mais tes aînés ne sont pas d'accord. Donc, Kodjo estime que dans ces notes ici, que ce sont les grands frères qui ont suggéré l'idée du parti unique. Et ils parlent souvent de Mivedor. Ils me disent avec insistance que c'est dangereux 2 partis dans ce pays. Donc Yadema dit, les frères aînés, donc les Mivedor, lui font savoir que c'est dangereux d'avoir 2 partis. Kodjo est trop jeune, il n'était pas là quand les applaudissements frappaient les gens. Ça, c'est ce que les grands frères disaient. Les femmes que les grossesses coulaient, c'est l'expression de Yadema. Les grossesses coulaient. Les gens ne sont pas allés à ce point dans le pays pour qu'on fasse du multipartisme. Ça va être un désastre. Tu sais ce qu'on va faire? On va commencer par un parti unique et puis après, avec le temps, on va voir quand est-ce qu'on va ouvrir cela. Voilà les bases sur lesquelles je me suis engagé avec Yadema. On va d'abord créer le parti unique, puis avec le temps, on va ouvrir pour permettre à d'autres partis de se créer. Je ne savais pas quelle était l'échéance de suite après. Je ne sais pas, j'ai insisté longtemps, j'ai dit, mais parti unique, monsieur le président. Parmi ces aînés, il y avait Diafaro Alilou, il y avait Alex Mivedor, le ministre des Affaires étrangères Moulédé, presque tout pensait cela.
Entre nous, je pensais qu'il y avait Focard. Je pensais honnêtement qu'il y avait, non pas Focard en personne, mais le système Focard. Parce que les Français redoutaient aussi le basculement de cette Afrique-là, à peine indépendante, à entrer dans le jeu des partis. Est-ce qu'ils ont eu tort? On a vu ce que ça a donné après 92-93. Les partis qu'on a constitués, les luttes intestines que nous avons eues, tout cela a fait perdre une bonne partie de nos chances. C'était la mode. Alors, peu après, il avait fait constituer un groupe qu'on appelait le groupe des 10. Ce groupe était constitué sur une base un peu fumeuse au départ, parce que Eyadema était convaincu qu'il n'y aurait aucun problème au nord, mais au sud. Et il n'était pas rassuré totalement. Son groupe comprenait des sudistes et des nordistes sur une base d'égalité de 5. Au nord, le groupe comprenait Mama Zindina, Odou Samson, Pascal, qui était au service du matériel, avec le vieux Brime, Emmanuel Birega, qui était le chef du fil supérieur de Naoudeba, Nyamtougou, Samo Korto, et le 5e étant Henri Dogo. Au sud, il y avait Feu Louis Amiga, il y avait Gervais Djondo, Polycarpe Johnson et Kodjo Edouard. Concernant ce groupe, il faut signaler qu'il nous a un peu mis sous la supervision de James Assila. Quand nous sommes réunis pour la première fois, je me suis dit, ce groupe-là est composé de quelques politiques, j'allais dire politicards de l'ancien temps, puis quelques jeunes cadres intellectuels. Et je me demandais comment on allait assaisonner tout ça. Toutes les questions d'État étaient discutées au sein de ce groupe. Alors, j'étais le plus jeune, mais c'était moi qu'ils écoutaient le plus. C'est moi qu'ils envoyaient souvent au front. Je suis allé voir toutes les anciennes personnalités du culte qui sont à Lomé. Et beaucoup ont accepté de nous rejoindre. La grande majorité. Certains sont allés jusqu'à dire, voilà, quelque chose comme ça. Tout simplement parce que j'ai vécu tout le temps, depuis l'école primaire jusqu'au bac, dans la maison de Ben Apalo, où se tenaient toutes les réunions décisives des nationalistes. Sylvanus Olympio même descendait là-bas. Et c'est moi qui lui prenais son vélo. Je le nettoyais. Quand il descendait après pour repartir, il était toujours content avec ses mots. Cet enfant-là, tu es bon. Ils me connaissaient tous. Les Paulins à côté, les Freitas, les Santos, les Exxon. Tout ce monde-là. Abalo Filmé, lui, il m'a conservé d'ailleurs son amitié jusqu'à sa mort. Donc, c'est moi, dans la maison de Ben Apalo, qui entretenais les vélos des figures qui venaient à la réunion. Et j'allais jouer dans la maison de Sylvanus Olympio avec Elpidio Olympio, le fils de Sylvanus Olympio. Donc, quand je venais leur parler, ils disaient, mais celui-ci, c'est notre enfant. Cela a beaucoup joué. On a commencé à travailler le terrain. C'était pas simple, parce que j'ai constaté que le culte était majoritaire et que sur cela qu'il fallait travailler. Il fallait convaincre les gens, là, pour que nous allons faire la paix. C'est le retour aux idéaux du nationalisme, du panafricanisme, du développement du Togo. Quand vous articulez bien, ils acceptent. D'où beaucoup sont devenus membres du parti sans être du bureau. Les gens comme les Nasr, le Libanais qui était un culte total, était devenu presque mon conseiller. Les gens le voyaient tout le temps sorti de chez moi. Le vieux Odonko, qui était membre du comité du culte, était secrétaire de notre cellule dans le quartier de Koketime, Massalassi, en Abokome. Beaucoup étaient venus dans le parti par conviction. J'étais préoccupé par Lomé. On allait aussi à Palimé, à Takpame. Nous avions 2 voitures qui nous conduisaient, Amégan, La Clé et Djondo. Bon, je continue. Hein. Pour ceux qui sont là, il y a toujours de bonnes feuilles que je vais lire. Alors, le gouvernement de Eyadema, ni Eyadema lui-même, ni Assila, ni d'autres proches, ni Diafalo n'étaient membres du comité de réconciliation. Ils allaient comme en supervision aux différents conseils des ministres. Mais tout le monde s'attendait à ce que ce ne soit quelque chose de provisoire. Et 3 mois plus tard, pratiquement, le 14 avril 1967, Eyadema refit un autre coup d'État à ses propres anciens coalitionnaires. Donc, Eyadema est venu au pouvoir le 14 avril 1967 et non le 13 janvier 1967. Voilà les mensonges qu'on a mis du temps pour déconstruire. Il est
devenu président de la République en étant lieutenant-colonel, toujours à cette époque. Dans ce gouvernement, les militaires ont pris position. James Assil a été ministre de l'Intérieur, Alidou Diafaro était ministre de la Santé, Janvier Chango était ministre de la Justice. C'était essentiellement des ministres militaires au gouvernement. Il y avait des ministres civils, dont le ministre des Affaires étrangères qui était le grand frère pour l'aider, les ministres des Travaux publics et des Transports et autres. Ce ministre indéfinissable était dévolu à Alex Mivedor. Assez curieusement, Djomo Boukari a pris le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances a été confié à Benoît Bédou. Et ce qui pourrait choquer les gens, ceux qui s'y connaissaient vraiment, Bédou était un administrateur de la France d'outre-mer, il était à Dakar. Voilà. On continue. Je vous lis les bonnes feuilles. Hein. Alors, Edem Kodjo parle des gens avec qui ils ont créé le parti et des gens qui ont tellement milité dans le RPT. Je vous dis ce qu'il dit par exemple de Gervais Diondo. On savait depuis longtemps, moi je le savais, que Gervais Diondo, celui qui a créé Askai et tout ça, était dans les réseaux de Fokar. Et à l'époque, il se disait même que Diondo était l'un des rares Africains à ne pas être chef d'État, à assister aux obsèques de Fokar. Voilà ce que Edem Kodjo dit ici. Et ce qu'il dit, ça corrobore un peu ce qu'on savait déjà. Diondo Gervais, c'est quelqu'un qui n'est pas un petit personnage, c'est un authentique bonhomme, si j'ose m'exprimer ainsi. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi eu des débuts difficiles. Lui aussi n'était pas quelqu'un qui a commencé à faire des études primaires, secondaires, puis des études supérieures. Non, non, non. Gervais a eu aussi à trimer. Je crois qu'il était à un moment au Niger. À l'époque, il était proche de la Sawaba, de Djibo Bakari. Et puis il est rentré au Bercail. Il avait un petit travail au ministère des Affaires sociales. Mais Diondo n'est pas un homme à rester dans une situation médiocre. Il était hyper actif. Il avait des relations dans les milieux diplomatiques, notamment auprès de l'ambassade de France. Et à un certain moment, le bruit courait qu'il était l'homme de Fokar. Mais le type ne disait rien sur ces rumeurs. Mais ce que je sais du personnage, c'est un monsieur extrêmement actif et intelligent, parce que Gervais Diondo va quitter cette position de quelqu'un qui servait à la petite direction des affaires sociales et devenir rapidement chef de la circonscription administrative de Lomé, c'est-à-dire ce qui correspond à l'actuelle préfecture de Golfe. Et il résidait donc à Lomé, il était le préfet. C'est à cette époque que nous travaillons ensemble fortement pour la construction du parti unique. Et puis, surtout, Gervais est monté rapidement et est devenu directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. C'est à ce poste-là qu'il a étonné le monde par sa capacité à concevoir. Il était loin d'être médiocre. C'est quelqu'un qui vous dit que Gervais, si quelqu'un vous dit que Gervais Diondo n'a pas eu tel diplôme, vous direz que cette personne a peut-être raison. Mais en réalité, Gervais avait une intelligence pratique considérable et il est devenu directeur de la CNSS et il l'a fait voir tout simplement. C'est lui qui a conçu et réalisé la cité de la Caisse, la résidence où les barons sont là, qu'on appelle toujours aujourd'hui la Caisse, qui a donné son nom à tout un quartier dit la Caisse. Cela a été un pari auquel les gens ne croyaient pas beaucoup, mais il a réussi brillamment. Il s'est même proposé de réaliser d'autres tranches, mais il devra quitter le poste quelque temps après. Puis, de proche en proche, il finira par devenir ministre de Yadema dans un de ses gouvernements. Ministre des sociétés d'État, portefeuille où il a géré la dénationalisation et la privatisation de plusieurs sociétés. De fil en aiguille, il va lui-même nouer des liens d'amitié avec les Nigérians de haute volée, comme Chief Fayemi Okoum et surtout le chef Lawson, dont le nom sonne togolais, mais qui est nigérian. Ce chef Lawson, qui est milliardaire comme Fayemi Okoum, c'est eux qui feront avec Gervais Diondo ce qu'on appelle aujourd'hui EcoBank. C'est particulièrement le chef Lawson qui a
a été le principal animateur de cette aventure financière, mais c'était des anglophones. Et si cette banque est basée ici en pays francophone, c'est parce que Gervais Djondo était le principal animateur de ce projet. Il a eu à être pendant longtemps le président du conseil d'administration de cette entreprise. De la direction réelle, si la direction réelle a été plutôt entre les mains des Nigérians et des Ghanéens, Gervais a apporté une contribution essentielle à la création de cette banque et mérite réellement le respect que tout le monde, le respect de tout le monde là-dessus. Dans sa vieillesse, non content d'avoir fait tout cela, il s'est aussi attelé au lancement de Askai, ce qui n'est pas aussi évident que ça, avec l'appui technique de Ethiopian Airlines. La compagnie progresse et a de nombreux avions, de plus en plus d'avions qui sont pilotés de la manière éthiopienne. C'est pour vous dire que cet homme qui a été souvent critiqué est aussi un homme de qualité. Ce n'est pas par hasard que ces gens se sont retrouvés pour créer le RPT. Les gens les ont souvent sous-estimés, mais l'histoire les a remis à leur place. Des gens qui avaient des qualités intrinsèques. Mais Gervais Djondo avait la réputation malheureusement d'être un peu trop activiste, trop pro-RPT, trop favorable à Yadema, qui lui en fera voir de toutes les couleurs d'ailleurs. Son cheminement n'a pas toujours été rectiligne lui aussi. Gervais a beaucoup souffert à un moment donné. Il s'est confié à moi sur l'incompréhension que Yadema, à partir d'un certain moment, a décidé de lui témoigner. Dans notre groupe des 10, il faisait office de celui qui rapportait un certain nombre de choses à Yadema, fondées comme non fondées. Toujours est-il que l'opinion lui a bâti une réputation d'homme de la France, d'homme des services secrets et des réseaux français. Nous-mêmes, nous l'appelions entre nous à voix basse Focard. On l'appelait Foc, c'est-à-dire Focard. Ça, c'est le témoignage sur Gervais Djondo. Et moi, qui suis journaliste, je savais depuis, par un certain nombre de choses, qu'il était il était dans ces réseaux Focard. Alors, l'animation politique au Togo, c'était un peu avant Sarakawa, mais surtout après Sarakawa. J'étais secrétaire général. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas encore l'animation politique. L'animation a été essentiellement acclimatée par Yao Kounale Eklo, parce que le secrétaire général a été remplacé par le secrétaire administratif et Eklo a été nommé secrétaire administratif. C'est lui qui a commencé à insuffler l'affaire de l'animation avec Jokos Amado. Il était même allé faire une sorte de stage au Zaïre. On a amené à un moment donné tout un contingent de jeunes dames, de jeunes gars là-bas au Zaïre pour participer à des concours et apprendre aussi l'animation. Cela a été une des voies de perdition du parti unique. L'animation nous a permis de retrouver quelques beaux chants, quelques belles danses de notre folklore, mais cela impliquait des entraînements, des désertions dans les services, des perversions, même sexuelles. On ne peut pas être très positif vis-à-vis de l'animation, même si Mobutu l'intégrait dans son vaste concept d'authenticité. Les résultats de l'animation sur le terrain au Togo n'ont pas été très fameux. Donc, Edem Kodjo parle de Amados Djoko. Je vous ai dit que Amados Djoko, qui était déjà avec les Israéliens, qui a joué cette histoire d'animation politique, je ne sais pas, il a un de ses parents qui est à la Cour constitutionnelle, qui valide les élections frauduleuses. Et ce parent-là, qui est à la Cour constitutionnelle, a son fils aujourd'hui magistrat, qui est celui qui est à la Cour constitutionnelle, a son fils magistrat. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui est à la Cour constitutionnelle, donc Amados Djoko, c'est l'oncle de Carlita Amorin. Carlita Amorin, c'est l'une des femmes de Faure Gnassingbé. Et donc, la mère de Carlita Amorin, elle est Amados Djoko. Vous voyez? Et donc, cet Amados Djoko est à la Cour constitutionnelle. Et donc, Amados Djoko est à la Cour constitutionnelle, mais comment appelle-t-on? Et la sœur, il y a une autre sœur de Carlita qui est aussi la femme du président de la Cour des comptes, M. Edo. Donc, Faure et M. Edo, qui est à la Cour des comptes, ont pris des femmes dans les mêmes maisons. Vous voyez les liens? Vous voyez les liens? Donc, voilà des choses qu'il faut savoir au Togo. Donc, vous avez Carlita Amorin, qui est de la grande famille Amorin, qui est la femme de Faure Gnassingbé. Sa mère est Amados Djoko de Badja. Et
Donc, le frère de l'oncle de Carlita est à la Cour constitutionnelle. Même quand Assouma est décédé, c'est lui qui présidait encore un peu la Cour constitutionnelle. Et ce Amadou Dioko qui est à la Cour constitutionnelle, son fils est magistrat. Et donc, il y a l'autre sœur de Carlita qui est la seconde épouse du président de la Cour des comptes, M. Edo. Donc, Faure et M. Edo ont pris des femmes dans la même maison. Son cas, rappeler sa situation. Madame Niakade aussi, il faut de temps en temps rappeler aussi son cas, rappeler sa situation parce qu'elle est détenue de façon, disons, arbitraire dans une villa de la cité Millennium où elle est enfermée dans une pièce, elle est malade et elle n'a même pas le droit de sortir dans la cour de la villa dans laquelle elle est détenue, elle n'a pas le droit même de lire la Bible, de lire même un document. Même Mandela dans sa prison avait un agenda et avait des livres. La seule chose qu'on ne refuse pas aux prisonniers dans le monde, c'est des bouquins et des livres. La Bible, le Coran, les momies Abou Jamal, les grands prisonniers qu'on a connus aux États-Unis, c'est des gens qui avaient accès à des documents, qui pouvaient lire, qui pouvaient même écrire même leurs romans, leur vie à partir de la prison. Mais au Togo, sous Faure Gnassingbé, Sarkozy a écrit un bouquin en 10 jours. Au Togo, quand vous êtes prisonnier, vous perdez tout. Faure Gnassingbé vous prive de tout, vous n'avez le droit à rien du tout. Et à Madame Niakade, il a tout pris. Même pas un bouquin, même pas une feuille sur laquelle il faut écrire quoi que ce soit. Voilà. Et donc, mais cette dame, elle a beaucoup fait pour les militaires. Ces derniers temps, Faure a augmenté la pension de retraite des colonels et des commandants, les chefs d'escadron et les lieutenants-colonels et colonels. Faure a augmenté leur pension à la retraite. Et ça, c'était les recommandations de Mme Niakade. Ils n'ont rien fait pour les officiers subalternes et la troupe, mais il a augmenté la pension de retraite pour les colonels et les commandants. Et donc, eux, ils sont très fiers parce que les colonels, au bout du compte, ils partiront à la retraite avec 500 000 francs de pension. Donc, un demi-million contre... actuellement, je pense que c'est 300 et quelques mille, je ne sais pas combien. Et les commandants aussi, les chefs d'escadron aussi vont voir leur retraite augmenter. Et c'était les recommandations de Mme Niakade dans le document que je vous ai lu ici, qu'il faut déplafonner tout ça pour permettre aux militaires de vivre dans de bonnes conditions. Mais Faure, lui, le fait pour des raisons politiques, pour des raisons sécuritaires. Il le fait pour fidéliser ces officiers-là, pour les rendre dépendants de lui, de son pouvoir. Donc, il a débloqué la situation pour certains, donc colonel et commandant, mais à partir de capitaine jusqu'à la troupe, rien pour le moment. Et donc cette dame, Madame Niakade, il faut pas l'oublier non plus. Et ce sont des cas qu'il faut plaider. Elle est d'un certain âge, 63 ans, qui est en prison et qui ne peut même pas marcher. Même dans une prison normale, on te permet de marcher au moins 1 heure pour dégourdir les jambes. Donc, il fait ça à Madame Niakade, il fait ça à son propre frère Pacha Gnassingbé. Vous imaginez ce qu'il fait aux autres prisonniers qui ne sont pas de sa famille ou qui n'ont pas le lien de sang avec lui. C'est vraiment effroyable. Donc, il faut qu'on revienne sur le cas de ces prisonniers politiques-là. J'en parlerai dans d'autres lives plus abondamment. Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était une fois encore Ferdinand Ité qui vous donne des informations sur ce qui se passe au Togo. Et tout, comme d'habitude, vous me connaissez. Et il a lu le livre que vous avez écouté. Voilà, il a lu le livre. Et puis aussi, il a eu à parler de Niakade. Voilà, il a eu à parler de Madame Niakade. Et un peu aussi, et vous avez écouté ça, c'est à la fin là, voilà, qu'il a eu à parler de ça, et vous avez écouté. Dites-moi ce que vous en pensez et sur cette affaire là, voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur la lecture qu'il a eu à faire, et aussi sur ce qu'il a eu à dire de Madame Niakade. C'est vrai, c'est comme si les gens oublient Madame Niakade.
Voilà, et c'est comme si les gens oublient Madame Nyakade sur tout ce qui s'est passé après. Voilà, l'histoire de Moumlobé, quoi. Moumlobé. Moi, souvent, je me dis souvent que Charlie, avant de faire certains luttes, ou bien avant de faire quelque chose au Togo, là, ou bien un truc là, faut beaucoup sciencer. Il faut beaucoup sciencer avant de te sacrifier au Togolais. Parce que tu vas tout faire, hein, toi-même tu vas dire que non, tu t'es sacrifié, mais bro, à la fin là, je t'assure que tu seras, on ne te calculera même pas. On ne te calculera même pas. On a vu le cas de Amon aussi ici. Voilà, et avec tout ce qu'il a eu à faire, bon bref, il va laisser mon épée pour une. C'est comme ça. Il va laisser mon épée là, tout le monde là, le lapis, le fond des trucs, pas possible au fait. C'est comme ça. Il va aller, et moi, le connaît, et Amon va les obliger, va aller tout plusieurs fois pour s'expliquer, pour dire des choses. Parce que Charlie Mignon, lève le moment. Les gens peuvent faire des mystiques, les gens peuvent... Parce que si tu parles là, à force de parler là, tu finiras par faire des mystiques. Vous voyez. Et ça a devenu que... et le cas, Amron est rentré dans ce cas-là. Il va au mystique d'eau, Québec parler au mais il est tout tollé pour... Il est tout tollé pour la mine pour venir à toi. Et mes premiers milliards. Et mes premiers milliards. Même temps, il est sorti pour parler de centrer et de ce qui se passe actuellement. Voilà. Ce que ça nous sert à dire. Mais pour alors, il va aller nous. Bro. Nous, pour la help Togoto, si tu ne sais pas faire là, tu vas rentrer dans une dépression. Pas possible. Arrêtez. Moi, je fais truc là à Ferdinand Haïté, hein. Je vous assure, Ferdinand Haïté, imaginez, depuis qu'il a commencé à faire des trucs là, jusqu'à il va si, ou aller, il va tout, il va si, il est sorti, on l'a enfermé, il est sorti, et puis il a fui et tout. Maintenant, il fait des trucs là, il est encore à fond, bro. Si c'était quelqu'un là, il allait laisser depuis. Si c'était quelqu'un, Ferdinand était là, il allait laisser depuis. Mais il est encore dessus, avec des informations, avec des choses, chaque jour. Bon, disons la vérité, hein. Disons la vérité. Et quand tu as mis là, maintenant, Ferdinand était quoi. Vous devez toujours lui dire merci pour ce qu'il est en train de faire, sérieusement. Si vous voyez Ferdinand était en route même là, mais là, vous devez même vous abaisser, le remercier. Parce que c'est le cas de Madame Nyakade. Madame Nyakade, va faire les blonds qui merci comme bien pro. Madame Nyakade quoi. Et c'est ça. Et puis c'est déplorable. Madame Nyakade. Mais comment l'appelle-t-on? Et Ferdinand Haïté, lui, autre, il continue pas à mener son truc là. Pour qu'Amoni, c'est comme ça. Vous voyez? Charlie, avec ils vont faire des luttes pour les Togolais, vous se sacrifier pour les Togolais là. J'espère bien que vous avez cardio. Hein. Je l'espère. J'espère bien que vous avez le cardio. Au cas contraire, la midi a fait mianon. Midi te paye mianon, bouri. Je dis bien, au cas contraire, midi te paye mianon, bouri. Voilà. Bon, bref, je sais pas, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on se capte pour une nouvelle vidéo. Je dis bien, dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de liker et de partager. Ciao.